Studio Minuit présente les 5 premières minutes. « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne. « 20 000 lieues sous les mers » est un roman d'aventure de Jules Verne, paru en 1869. L'apparition d'une bête monstrueuse en 1866 dans plusieurs mers du globe défraie la chronique. L'animal est responsable de plusieurs naufrages, brisant le bois et l'acier des navires avec une force colossale. Pierre Aronnax, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, participe à une expédition qui vise à découvrir ce monstre marin. Après des mois de navigation, la confrontation avec le monstre a enfin lieu, et leur navire est endommagé. Ils parvinrent à se réfugier sur le dos du monstre. Ils réalisent alors que ce qu'ils avaient pris pour un monstre n'est autre qu'un navire sous-marin, le Nautilus. Les 3 naufragés sont faits prisonniers et se retrouvent à bord du Nautilus. Ils font alors connaissance de ce mystérieux équipage et de son capitaine, Nemo, un personnage à l'attitude très énigmatique. Ils découvrent très vite que le capitaine Nemo, qui a conçu les plans du Nautilus, goûte très peu la fréquentation des humains. Il se refuse à leur rendre la liberté. Les 3 naufragés séjourneront près de 8 mois dans le Nautilus. Chapitre 1er. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays, et après eux, les gouvernements des divers États des 2 continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme. Un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question, la vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni M. Dumézil, ni M. de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds, et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'1 000 et long de 3, on pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'il existait toutefois. Or, il existait. Le fait en lui-même n'était plus niable, et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson de Calcutta and Burnach Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5 milles dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut, tout d'abord, en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte, quand 2 colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient de ces évents des colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année dans les mers du Pacifique par le Cristobal Colon de West India and Pacific Steam Navigation Company. Donc,
Ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colon l'avaient observé en 2 points de la carte séparés par une distance de plus de 700 lieues marines. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de là, l'Helvetia, de la Compagnie nationale, et le Shannon, du Royal Mail, marchant à contrebord de cette portion de l'Atlantique, comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 42,15 de latitude nord et 60,35 de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimensions inférieures à lui, bien qu'ils mesurassent 100 mètres de l'étrave à l'étambot. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles Aléoutiennes, le Kulamac et l'Umgulik, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres, ni même l'atteignir. Ces rapports arrivaient coup sur coup. De nouvelles observations faites à bord du transatlantique le Pereire, un abordage entre l'Etna, de la ligne Inman et le Monstre, un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française la Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du commodore Fitzjames à bord du Lord Clyde, émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène. Mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua dans les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginaires et gigantesques depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick des régions hyperboréennes, jusqu'au kraken démesuré, dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline, qui admettaient l'existence de ces monstres, puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, puis les relations de Paul Edsted, et enfin les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillan en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mers de l'ancien constitutionnel. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes, qui font profession de science, en lutte avec ceux qui font profession d'esprit, versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns, même, 2 ou 3 gouttes de sang, car du serpent de mer, ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes. Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ? N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.